Bonjour. Déjà bravo pour la pluie, d'avoir bravé ça. C'était pas évident, surtout en ce moment. Je me demande pourquoi je fais cette conférence avec tout ce que j'ai entendu. Vous avez l'air d'être tous très heureux dans ce que vous faites. Voilà, c'est fini. Merci à vous. Non, mais en fait, j'aimerais juste vous partager quelques petits trucs parce que dans ma vie, j'ai pas mal rencontré déjà d'entrepreneurs et j'ai monté quelques projets qui, la plupart étaient des échecs, d'autres étaient des réussites et qui continuent à fonctionner. Et surtout, je me suis pris en pleine face beaucoup de leçons que je m'attendais pas du tout et pourtant qu'on m'avait prévenu parfois non. Et que j'aimerais vous partager aussi en illustrant beaucoup avec des anecdotes. Genre, j'aimerais vraiment, parce que j'ai plein d'anecdotes. Et aussi, je vais laisser un temps à la fin de questions-réponses parce que je pense que c'est là où c'est le plus intéressant. Parce qu'à mon avis, vous allez avoir plein de questions quand je vais dérouler. Gardez-les pour la fin et c'est là où ce sera le plus intéressant parce que moi, ce que j'aimerais vraiment, c'est régler vos problèmes à vous. Et ça sera beaucoup plus stylé et beaucoup plus amusant. Voilà. Donc moi, déjà, c'est Franck Dupont, enchanté tout le monde. À la base, je suis développeur web, je suis un tech. Voilà, je suis le genre de geek devant son ordi qui fait des lignes de code. Et a priori, la vie m'a pas trop amené à entreprendre. D'ailleurs, j'ai fait une école d'ingénieur, pour vous dire. Ingénieur, c'est pas trop le truc, l'entrepreneuriat. Ne serait-ce que du coup, je savais pas quoi faire de ma vie et assez vite, j'étais déçu de mes stages en entreprise. J'ai fait des stages chez Capgemini, bref, vous avez compris, des trucs sur les grandes structures. Et c'était chiant, quoi. Enfin, je voulais pas du tout faire ça. Je me voyais pas là-dedans, en tout cas. Et donc assez naturellement, je me suis dirigé vers le monde des startups tout de suite. J'étais à Paris, au fait. Donc j'ai grandi à Paris, je suis né à Paris, ça arrive à tout le monde. Et je suis ici depuis 4 ans. J'essaie de m'y faire, j'essaie d'être adopté. Donc merci de m'adopter. Et du coup, voilà, à Paris, je suis plongé vraiment dans le monde des startups. J'ai commencé en tant que développeur chez The Family. Qui connaît The Family ici? Quand même un petit peu. Ok, 3-4 personnes. The Family, c'était un incubateur très très connu à l'époque, surtout en 2015-2016, l'âge d'or de The Family. J'étais là-bas en tant que développeur parce que je savais pas quoi faire d'autre que développer. Et je savais que c'était là-bas que j'allais trouver des belles boîtes parce que là-bas, c'est un incubateur / accélérateur. Donc, il y a des investisseurs qui viennent et qui machin. Et rencontrer le maximum de gens là-dedans. Et c'est là que j'ai vachement appris et qu'après, j'ai quitté The Family au bout de 1 an et demi. Donc, en fait, dans ma vie, j'ai fait que 1 an et demi de salariat. Et depuis 2017, je ne fais que entreprendre des projets ici et là. Alors aujourd'hui, on va pas travailler. On va plutôt parler de travail. Le travail, c'est un petit peu le sujet qui est dans la tête toute la journée. C'est quelque chose qui prend vachement de temps. En fait, en vrai, ça prend pas tant que ça. Si on regarde bien dans une journée, on travaille 8 heures par jour en moyenne. Je parle évidemment, nous, on est un peu particulier parce que freelance, entrepreneur. Mais pratiquement parlant, en moyenne, on travaille que 1/3 de notre vie. Ça représente à peu près 12 années dans une vie d'ailleurs. C'est pas tant que ça on se dit. Mais en fait, pourquoi on a l'impression que ça prend toute notre vie? Parce que mentalement, ça nous bouffe aussi notre temps de s'endormir, le temps de manger, le temps parfois avec les enfants, les amis. Il y a quand même le travail qui est toujours dans la tête. Et c'est pour ça qu'on a l'impression que le travail nous prend vachement plus que 12 années dans la vie. Et le travail est souvent associé à quelque chose de négatif d'ailleurs, le mot travail. Il y a pas mal de sources, on n'est pas très sûr de la source du mot travail encore, mais en tout cas, on sait qu'il y a une source assez viable qui vient du bas latin, de tripalium, et c'était le nom d'un instrument de torture à 3 pieds. Et d'ailleurs dans la culture occidentale, d'ailleurs dans la Bible, il y a une Genèse qui explique que finalement le travail était une punition du péché originel. Donc d'ailleurs il disait à la sueur de ton front, tu répareras ce que tu as fait, etc. Donc ça a toujours été un petit peu assimilé à quelque chose de punitif, de désagréable, le travail. D'ailleurs aujourd'hui, pourquoi on travaille? Dites-moi, pourquoi on travaille aujourd'hui? Là en 2024, pourquoi on travaille? Allez, le premier qui lève la main. Argent. Épanouissement, c'est 2 choses qui viennent tout le temps. Donner du sens, épanouissement, donner du sens à sa vie, c'est ça. En fait, c'est à peu près les 2 choses qui viennent le plus. Argent, épanouissement. Bon, donc aujourd'hui, si je réfléchis, je travaille pour avoir de l'argent. On va parler d'épanouissement un petit peu plus tard, je vous en parle un peu. Et du coup, l'argent va nous permettre d'avoir du confort. Voilà, ça paraît faire. Maintenant, le travail, c'est du temps. C'est du temps. Comme on l'associe à quelque chose de négatif, souvent des gens qui subissent leur travail, peut-être pas votre cas, là, d'après ce que j'ai entendu, il y en a pas mal, c'est pas leur cas, donc je suis content pour vous. Eh bien, on estime que c'est du temps un peu perdu, c'est du temps qu'on troque, finalement. On le troque avec de l'argent. Donc, si on réfléchit bien, on troque du temps contre de l'argent. Voilà, c'est quelque chose qu'on fait généralement. Cet argent-là, on va le troquer par la suite par du confort, du bonheur. Voilà. Donc, on troque du temps
pour du confort. En gros, c'est ça qu'on fait. Mais il y a un truc qui va pas là. Un truc bizarre quand même là, dans mon raisonnement. Il manque un truc au milieu pour moi. Il manque un truc au milieu? Il manque... Avant d'aller chercher le confort, il faut Ouais. déjà répondre à ses besoins fondamentaux. Et aujourd'hui, pour les assouvir, il faut de l'argent. Alors, confort, besoins fondamentaux, slash vacances, slash... Vous avez raison. Sur le confort, Mais moi, il y a un... on a déjà atteint un certain C'est vrai. nombre de- Et moi, il y a un vrai problème par contre. C'est du confort. Pardon? Le temps lui-même, c'est du confort. Le temps. Bah voilà, moi, je comprends pas trop. Ce confort-là, vous allez l'avoir quand si vous avez déjà troqué du temps? Il est où le temps? Vous l'avez déjà donné ce temps. Donc le confort, vous allez le vivre quand? Et là, c'est intéressant. Du coup, moi, la question que je vous pose, c'est vivre ce confort avec quel temps vous l'avez déjà troqué? Et ben moi, je vais vous proposer de plutôt estimer que ce temps-là, il est perdu, vivre ce confort à ce moment-là. Ok? Pendant le moment où vous allez troquer du temps. Donc en gros, travailler en étant heureux finalement. Donc on va commencer par une des raisons qui est la passion. On en a beaucoup parlé là tout à l'heure. La passion, ça revient beaucoup. Et en effet, c'est possible. Moi, j'aimerais faire un petit sondage. Qui aujourd'hui est freelance? Freelance, levez la main. Freelance. Waouh, 80%, 90%. En fait, tout le monde est freelance? Tout le monde est freelance? Ok, très bien. Alors, freelance, alors je pense que personne ne va lever la main, mais entrepreneur, construire une boîte, peut-être en embauchant des salariés derrière. 3, 4, 5, 4, pas encore, mais c'est en tout cas quelque chose. Ok, très clair. Salarié dans une boîte. Très bien. Ok. C'était pour que j'adapte mon discours. Nickel. Donc, passion. Moi, c'est par accident que j'ai réussi à commencer à travailler en exerçant ma passion. C'est vraiment par accident et je pense que c'est une des seules, en tout cas la façon la plus efficace d'atteindre ce momentum, du moment où vous allez gagner de l'argent via votre passion. Pourquoi je dis que c'est par accident? Parce que ce truc-là, Art Pulse, c'est un truc que j'ai monté, que j'étais encore à l'école. Et en fait, c'était simplement un groupe de personnes qui aimaient le même style de musique à Paris, qui est pas très connu d'ailleurs, qui s'appelle le Art Style. Bon. Et en fait, c'était pas très connu en France, mais comme on était une bande de passionnés de cette musique-là, on voulait faire des soirées ensemble sur ce genre de soirée. Et on s'est dit, vas-y, comme on peut pas trop écouter cette musique-là en soirée en France, parce que c'est pas connu, eh ben, on va passer nos propres musiques dans des bars qu'on va appeler. On a pris notre téléphone, on dit, est-ce qu'on est une cinquantaine, vas-y, on va passer de la musique, on vous promet d'être 50, donc vous aurez de la consommation, etc. Let's go. Et du coup, ça a commencé comme ça, cette aventure. Après, ça s'est transformé en association parce que plein de gens rejoignaient. Première soirée, 50 personnes, deuxième soirée, 100 personnes, après 150. Après, on a fait la fête de la musique. Après, on a commencé à grossir. On s'est dit, mais en fait, on peut faire des vraies soirées, voire des festivals. Donc là, c'est 2014. Oui, je vais ponctuer toutes mes aventures entrepreneuriales dans mon déroulé, d'accord? Comme ça vous donne aussi des anecdotes. Parfois, ce sera personnel, des anecdotes personnelles, et parfois des anecdotes que j'ai entendues ou que j'ai vues, ok? Mais là, ça me paraît important pour commencer par la passion. J'ai commencé par ça. Puis après, je me suis dit, mais attends, du coup, je book les mêmes artistes à mes soirées à chaque fois. C'est les mêmes, parce qu'on n'est pas beaucoup à écouter ça. Ces artistes-là ont besoin d'être bookés ailleurs, dans des festivals, etc. Tiens, je vais ouvrir mes chakras. Et là, je vous invite aussi à le faire dans votre business, j'ai envie de dire, même si vous êtes freelance. Ouvrir les chakras, ça veut dire quoi? Ok, c'est pas parce que vous faites du coaching pour les femmes que vous pouvez pas aussi derrière vendre un livre que vous allez écrire sur le mindset entrepreneurial pour les femmes. Je ne sais pas. Mais là, du coup, j'ai pensé à un truc. J'ai des artistes qui viennent tout le temps, qui me font confiance et qui me kiffent parce que je leur permets de jouer et tout. Ils adorent ce truc-là en fait. Bah du coup, je vais créer une agence. Si elle veut bien passer la slide. Et du coup, je l'ai appelée Harmonie, une agence où je vais mettre tous mes artistes dedans. Art Style, donc la musique pas très connue, dans la France entière. Je commençais à vendre mes artistes à des festivals mainstream en France. Donc des festivals un peu plus connus, tu vois. Donc il y a des festivals un peu plus connus. Et ils étaient trop contents, mes artistes. Ah, c'est trop bien, du coup j'ai plus d'argent, je me fais plus connaître. Trop stylé. Et puis moi, je me fais une marge là-dessus. Donc je vends des soirées, je me fais une marge sur les bookings. Mais attends, là, ces gens-là qui sont dans mon agence, ils ont de la valeur aussi. Ils ont vachement de valeur. Ils savent mixer, ils savent produire de cette musique-là. Du coup, ils peuvent transmettre cette valeur-là. Tiens, vas-y, je vais créer un site qui s'appelle masterclass.dj pour vendre des formations pour apprendre à composer de la musique art style. Donc, il y en a certains qui étaient pas chauds parce qu'ils étaient pas du tout pédagogues. Je respecte ça. Mais il y en a certains, ouais, grave. En plus, ça peut être une source de revenus. Je kiffe ça. Vas-y, on va tourner des vidéos. J'ai fourni le matos et tout. On lance Masterclass DJ et on vend des formations. Troisième source de revenus. Okay. Je suis toujours dans ma passion, qui est animée par un why. D'ailleurs, pour ceux qui étaient là le mois dernier à la conférence d'Eva, j'étais pas là, mais je sais qu'elle est incroyable cette fille. Mon why, c'était, je veux vivre de ma passion.
et je veux continuer à être dans ce milieu-là, écouter de la musique comme ça, rencontrer des gens qui écoutent ça, etc. Donc, je suis toujours animé par la même chose. Donc là, il n'y a aucun effort pour moi, là. Et c'était toujours des conséquences, vous avez vu. Prochaine conséquence, on vend des formations, je vends des artistes, on fait des soirées, on peut tous les rassembler dans un salon, on fait un salon pro, la Hard Dance Music Convention, qui a eu lieu en 2016, première édition. Bah, je vais rassembler tous ces acteurs-là et on va faire du networking, etc., etc. Je gagne pas trop d'argent sur ça. Par contre, là, je me positionne en tant qu'acteur majeur en France, là, pour le coup. Parce que là, je rassemble tous les labels et tout, dans cet événement-là. Et puis, je commence à avoir pas mal de traction au niveau des visiteurs, parce que tu as des gens qui viennent toujours aux soirées, là. Bah, maintenant, je vais créer une plateforme de covoiturage pour les aider à venir à mes soirées, parce qu'il y en a qui viennent partout en France. Donc, ça s'appelle Dino Run Run. Et à la base, c'était un truc à la con, hein. Les gens s'inscrivaient sur un formulaire Google Form, et puis je mettais en relation les gens à la main. Puis après, c'est devenu un site internet, puis après, les gens, comme un Blablacar, mais dédié au hardstyle en France. Et là, j'ai créé un écosystème par accident. Je dis bien par accident, parce qu'en fait, c'est juste parce que si vous avez cette gymnastique d'esprit de reconnaître que vous avez de la valeur parmi les gens que vous fréquentez dans votre business, artistes, consommateurs, etc., naturellement, vous allez vous trouver plein d'opportunités qui est alignées avec votre why. Et ça, c'est ce que j'aimerais que vous fassiez comme réflexion aujourd'hui sur votre business. Et tout ça, faut retenir quoi? C'est que finalement, le business, c'est une conséquence. Et ça, vraiment, vraiment, j'insiste. Je pense que la pire façon de commencer un business, ou une idée, ou une start-up ou quoi, c'est de chercher une idée ou de chercher un business. Le business, c'est une conséquence. Réfléchissez à ce que vous faites. Si vous n'avez pas encore trouvé votre voie, là, votre passion, je ne sais pas si c'est le cas pour certains, mais ça peut être le cas. Même si vous pensez que vous êtes passionné par quelque chose. Moi, j'ai été longtemps biaisé par ma passion. Je pensais que j'étais passionné par telle chose. En fait, pas vraiment. Je le subissais, je le faisais plus pour l'argent, blablabla. Mais réfléchissez à ce que vous faites le week-end sans effort. Réfléchissez à ce que vous faites le soir sans effort. Peut-être que c'est jouer à des jeux vidéo. Peut-être que c'est regarder des films Netflix. C'est OK, tout ça. Vous pouvez le monétiser, ça. Commencez à tourner des vlogs sur le dernier film que vous avez vu la veille, tourner des vidéos sur ça. En fait, créez, en tout cas, parlez aux gens, dites aux gens ce que vous faites. Et c'est comme ça que vous allez attirer des choses. Moi, ma première soirée que j'avais faite, c'est juste parce que j'ai parlé à des gens en disant, ça te dit, on fait ça, j'aime bien ça, t'aimes bien cette musique-là, ouais, moi aussi, etc., etc., etc. Maintenant, je regarde l'heure parce que, jusqu'à quelle heure, juste, tu sais? 57? Ok. Tranquille, on a le temps. Maintenant, j'ai beaucoup parlé de passion, etc. On a beaucoup tous parlé de passion. C'est pas toujours le cas. Parfois, on n'est juste pas passionné par quelque chose. Moi, j'interviens souvent à HEC, à la Sorbonne, via des étudiants qui veulent entreprendre. Et ils me disent, j'ai une bonne partie des gens qui me disent, j'ai pas de passion, je sais pas comment trouver ma passion. Et c'est OK. D'ailleurs, je l'ai entendu tout à l'heure, c'est OK ça. Bah, du coup, regardez au niveau des expertises. Peut-être que vous savez plus de choses dans un domaine que quelqu'un d'autre parce que vous vous y êtes intéressé naturellement, etc. Et là, je vais vous raconter une autre anecdote qui n'est pas de moi cette fois-ci, mais que j'ai vue à The Family, qui est Save My Smartphone. Cette boîte-là, qui connaît Save My Smartphone? Une personne? Ok. En fait, c'est un gars qui s'appelle Damien Morin, un entrepreneur. Aujourd'hui, il a fait d'autres choses. C'était un geek, il était passionné d'électronique, il adorait bidouiller les ordinateurs. Il ouvrait les tours, il aimait ouvrir les smartphones et changer les batteries. D'ailleurs, il changeait les vitres, les écrans de téléphone à ses potes parce qu'il savait pas trop faire. Et lui, il savait bien faire parce qu'il adorait faire ça. Et c'était un geek, quoi. Et comme il s'est rendu compte qu'il donnait ses services à tous ses potes, de changer les écrans et les batteries, il s'est dit, bah attends, je vais peut-être le vendre ça maintenant. Il mettait des annonces sur le bon coin. Je répare votre smartphone à prix cassé, genre la moitié prix par rapport à si vous allez chez Apple, par exemple. Il a commencé comme ça. Il commençait à avoir plein de traction. Et à un moment donné, il pouvait plus tout faire tout seul. Du coup, il a commencé à créer sa boîte qui s'appelle Save My Smartphone. Et en fait, il a créé un corner dans un centre commercial parce que c'était pas cher du tout d'avoir un corner dans un centre commercial par rapport à avoir une boutique dans la rue. Du coup, c'était un petit corner où ils étaient deux. C'était vraiment 4 mètres carrés, quoi, le truc. Et c'est Save My Smartphone, je sauve votre smartphone, etc. Ça a explosé littéralement son corner. Il avait 2 salariés. Il est passé de 2 salariés à 90 salariés en 1 an et demi. Et en 1 an et demi à 90 salariés en 1 an et demi. Et après, il a ouvert 20 pays en Europe. Comme ça. Au bout de 3 ans. Ouais, c'était ça, au bout de 3 ans. Et en fait, ça, il s'occupait que des smartphones, donc il a ouvert plein de corners dans plein de centres commerciaux dans le monde. Ça a commencé comme ça, que des corners, jamais de boutique. Et en fait, il a renommé même en Save. Pourquoi? Parce que Save, vous le connaissez peut-être, c'est ça? Ok. Il a renommé en Save, pourquoi? Parce qu'après, il s'occupait des ordinateurs, il s'occupait des tablettes, il s'occupait de tout. Et c'est devenu quelque chose d'assez connu maintenant, Save, etc., machin. Sauf que Damien, il a 22 ans, quand il a commencé.
Le gars, folie des grandeurs, il était à The Family, entouré d'entrepreneurs incroyables, il voit que ça explose, il devient millionnaire très vite, il doit passer de 100 salariés à 300 salariés, ouvrir plein de pays en même temps, il a du mal. Il a une nouvelle problématique à rencontrer, qu'il avait jamais vu venir, qui est de survivre à la croissance. Et ça arrive à des gens, et ça tue une boîte. Survivre à une croissance, si vous gérez pas ça, ça tue une boîte. Et c'est un peu ce qui s'est passé. Donc là, c'est une histoire qui finit mal, ou quoique pas vraiment, parce qu'après je vais vous dire ce qui s'est passé, mais en fait, en gros, il a pas survécu à la croissance, il y a eu beaucoup de vols, etc. Il a mal su gérer, en fait, sa quantité d'employés qu'il a eu d'un seul coup, sa quantité de corners à gérer, la compta c'était catastrophique, etc., etc. Et du coup, il a eu une liquidation judiciaire au bout de 2 ans, et il a dû revendre sa boîte. Pas pour une bouchée de pain, il a quand même bien revendu, il a pu s'acheter 2-3 voitures, mais n'empêche qu'il a dû revendre, parce qu'en fait, juste il n'en pouvait plus, il a compris que c'était même plus... En fait, il est plus bon à ça. Vous savez, dans une startup, il y a deux grandes phases en fait. Il y a la phase de itération, je trouve mon fit avec le marché, donc cette rencontre avec le marché, c'est ce moment où tout bascule, cette traction incroyable. Ce moment-là, de jour 0 à jour du fit, il peut se passer 6 mois comme 10 ans. Okay, et une fois que vous avez atteint ce fit, et là ça arrive à 1% des entrepreneurs, voilà. Et bien après vous faites face à une nouvelle difficulté qui est la croissance, et ça c'est un autre métier. Ça c'est plus le métier de manager, de processeur, quelqu'un qui va faire des process. Au début c'est l'entrepreneur, c'est le visionnaire, c'est le gars qui teste des choses, qui se plante, etc. Mais ce gars-là, souvent, je dis pas tout le temps, il est très mauvais à la phase d'après. Parce que juste c'est pas le même métier en fait. Et il y en a très peu qui sont bons dans les deux. Et là il s'est trouvé que lui il était pas bon dans le deuxième. Donc il a dû revendre sa boîte. D'ailleurs, le logo, je crois qu'il a un peu changé quand ça a été revendu. Et voilà, c'est une boîte qui continue, etc. Mais maintenant, lui, ce qu'il fait, il a recréé une nouvelle boîte qui s'appelle mobile.club et c'est de la location de smartphones parce qu'il connaît très bien l'industrie des smartphones. Et du coup, il continue maintenant avec les apprentissages de ça. Mais juste pour vous dire, encore une fois, que ça a commencé par une expertise. Il kiffait ça. Et en vrai, une expertise, généralement, c'est lié un peu à quelque chose que vous aimez, à une passion, parce que vous y êtes intéressé naturellement. Donc finalement, c'est un peu lié. My Little Paris, qui connaît? Bon, bah voilà, site assez connu de bons plans à Paris. Vous savez comment ça a commencé cette histoire? Je les ai rencontrés, ces nanas à The Family, c'était incroyable, je suis trop fan. C'est simplement des newsletters entre copines. Elles se partageaient des mails en fait de bons plans, c'est tout. C'était très fermé. Puis après les copines ont invité les copines, puis après les copines ont invité d'autres copines, et c'est devenu la plus grosse newsletter de bons plans à Paris. Et ils ont fait un site et c'est devenu My Little Paris et c'est monétisé maintenant. Pareil. Vous avez vu conséquence, hein, c'est vraiment... Et vous savez, souvent on me dit « Ouais, mais j'entends souvent, t'as la bonne idée sous la douche, tout ça. » Gardez en tête que tout ce qu'on voit dans les médias, moi ce que je vous montre, c'est pas des choses qu'on voit dans les médias. Mais généralement, ce qu'on voit dans les médias, c'est Zuckerberg, il a une idée fou dans son école, ou alors il était sous la douche, il a pensé quelque chose, il a rencontré un investisseur, il a eu de l'argent plus une bonne idée, et ça a explosé. Ça représente 0,001% des réussites. Et en vrai, on vous le raconte parce que c'est sexy à entendre, mais c'est pas du tout ce qui se passe. Et généralement, quand il y a une boîte qui arrive, c'est par accident. Hein. C'est juste, c'est pas du tout calculé. Et c'est surtout juste naturel parce que c'était une conséquence. Ah bah tiens, j'ai découvert un truc, je le fais ça naturellement, etc., etc. Donc je vous invite à plutôt avoir ça plutôt que de vous creuser la tête, avoir une idée et essayer de rencontrer un investisseur parce que c'est souvent ce qu'on pense que c'est la formule magique, alors que absolument pas. Genre vraiment ça, pour le coup, je l'ai bien vu. Donc, le bilan de tout ça, c'est ne cherchez pas d'idées. Vraiment. C'est le pire moyen, je pense. Et d'ailleurs, moi, j'ai fait ma plus grosse erreur entrepreneuriale en cherchant une idée. Et je vais vous la raconter parce que dedans, il y a aussi beaucoup d'éléments qui vont vous servir pour commencer quelque chose. Au pyjama.com, en sortant de The Family, c'est quelque chose que j'ai créé. Parce que, c'est marrant parce que j'étais à The Family, j'étais conscient de ça. Mais je pense qu'il faut le vivre pour se le prendre en pleine poire, cette leçon. Bah, j'ai juste une idée. Je me suis dit, ça serait cool peut-être de recevoir son petit déjeuner chez soi tous les matins, sous forme d'abonnement comme un Uber Eats ou quelque chose comme ça, un Deliveroo, chose qui faisait beaucoup à Paris. Et du coup, bah, je me dis, je vais faire pareil, mais pour le matin. Allez, go, ça paraît sexy sur le papier. Idée assez, en plus, obvious, quoi. Enfin, c'est hyper évident. Là, c'est le matin, tu veux te livrer, on le fait déjà le midi et le soir, pourquoi pas le matin? Et du coup, let's go. Donc, on s'est associé avec un ami de The Family aussi. Et je vous assure, on a eu l'idée le jour J. Le lendemain, on s'est levé à 6h du matin,
On a été à la boulangerie, on a acheté une chocolatine, on a acheté un croissant, on a été à Monoprix pour aller acheter les petits jus d'orange pressés. On a mis tout ça dans un sac et on a frappé à la porte des gens en mode random, hein, à 8h du mat. Et on leur a proposé le petit déjeuner contre 10 € et on leur a dit, voilà, ça sort du four, c'est encore tout chaud. Est-ce que vous êtes chaud pour l'acheter? Alors évidemment, il y en a plein, vous êtes fous de frapper aux gens comme ça. Voilà. Donc, pas mal d'ego qui... Wow. Mais en fait, finalement, c'était le meilleur moyen d'être confronté au marché le plus vite possible. Et pour apprendre très vite si c'était viable, ce truc. Et ben, il se trouve que sur les 10 personnes qu'on a rencontrées ce matin-là, il y en avait 4 qui ont dit oui. Il y en avait 4 qui ont dit « Ouais, je suis chaud et tout ». Et après, on leur a pitché « Bon, bah voilà, nous, on se lance, on fait ce service-là. Est-ce que déjà, c'est rigolo, c'est passionnant, la personne est là, c'est mignon, on fait ça ». Alors, on s'est dit, vas-y, 4 personnes sur 10, c'est quand même un beau taux de conversion. 40%, c'est pas mal, tu vois. Du coup, il y a peut-être un truc à faire. Donc, on commence à lancer un petit site, mais un petit site à l'arrache, en no-code, hein, qu'on fait en une après-midi, que les gens puissent au moins s'inscrire et commander leur petit-déj. Et puis, nous, on fait tout à la main. Et pendant 1 an, c'était du Vélib. Vous savez, c'est le Vélib à Paris. Vélib à 4h du mat, à aller dans toutes les boulangeries, parce qu'on ne produisait rien. Nous, on allait aux boulangeries, on faisait pas de marge. Nous, notre obsession, c'était de savoir si les gens avaient besoin de nous. Donc, c'est dit, vas-y, on va faire ça pendant 1 an. On va itérer. Donc, itérer, ça veut dire quoi? C'est changer un peu la formule, changer un peu le produit, changer un peu la manière dont on aborde les gens. Par exemple, quelque chose qu'on a compris très vite et qu'on n'aurait jamais compris si on avait fait des études de marché pendant 1 an. Et le lendemain, on a compris quelque chose, c'est que les gens n'aimaient pas être dérangés le matin. Ah, ça, on n'aurait jamais pu le savoir avant. Du coup, maintenant, ce qu'on fait, ça, on l'a compris le premier jour. Donc, deuxième jour, qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'au lieu de frapper aux gens et de montrer nos gueules en disant, hey, bonjour, machin, alors que la personne, elle est comme ça, elle est en train de se réveiller. Et ben, du coup, ce qu'on faisait, c'est qu'on mettait le sac du petit déjeuner devant la porte, on se barrait, puis on envoyait le petit texto, le petit déj est prêt, il est devant la porte. Personne ouvre, il y a personne, oh, c'est bien, oh, prends le petit déj. Et c'était trop rigolo parce que nous, notre petit plaisir de ça, c'était, on posait, en fait, on ne partait pas complètement, on était à côté, proche de l'ascenseur, parce qu'on adorait entendre la réaction des gens. C'était magique ce moment-là. Parce que là, vous entendez l'activation de votre client. Là, je parle en plus en mode startup, mais la réaction de la personne qui reçoit son petit déjeuner, j'entendais de la surprise en fait. Et là, j'ai compris que j'avais un impact. Et là, je vous assure que ça vous anime. Ça aussi, c'est important d'essayer de repérer ça chez vos clients. Si vous le repérez, je vous invite à essayer de tout faire pour, parce que c'est un vrai moteur pour continuer ce que vous faites. Si vous arrivez à percevoir l'impact que vous avez sur le marché ou sur votre client, c'est le Graal. Franchement, c'est le Graal. Et donc voilà, donc ça, pour le coup, on l'a compris que sur le terrain. Au pyjama, ça a fail au bout de 1 an. Pourquoi? Pas de rétention. Vous savez, quand on monte une boîte, on a l'acquisition. Donc l'acquisition, c'est aller choper des clients, aller les trouver, aller dans des événements, aller sur les réseaux sociaux, aller machin. Après, il faut les activer. Donc rendre votre offre sexy, en gros. Voilà, regarde, c'est petit déj, c'est un abonnement, c'est pas très cher. D'ailleurs, je te fais une réduction. Là, c'est des travails d'activation. Et une fois que vous les avez activés, que vous avez reçu l'argent, que vous avez fait votre première vente, eh ben, c'est pas fini. Votre travail après, c'est la rétention. C'est de faire en sorte que la personne revienne. Il faut que vraiment, si elle revient pas, c'est qu'elle avait finalement pas tant besoin de vous que ça. Et nous, naturellement, on a bien vu qu'on avait 0 rétention. Grosse acquisition, grosse activation, les gens arrivaient facilement à prendre le premier petit-déj, mais ils revenaient jamais. Et là, on s'est creusé la tête pendant 1 an, on a itéré le produit, blablabla. Et on n'a jamais trouvé de fit, en fait, en ajustant le prix, en ajustant le pitch, en ajustant plein de choses. On n'a jamais vraiment réussi. Et il est arrivé avec quelque chose que je vous invite à repérer très vite aussi si ça vous arrive, c'est que ça nous a épuisé. La motivation était plus trop là. Et quand c'est comme ça, faut pas forcer. Vraiment. Vous ne forcez pas parce que il y a rien de pire que faire quelque chose que vous commencez à subir. Parce que si vous le subissez, vous allez mal le faire. Ça, c'est sûr. Vous allez prendre moins de temps pour ça. Et vous allez du coup jamais trouver ce fit. Encore moins. Donc là, faut kill. Alors là, vous changez tout. Si vous sentez que voilà, ça m'épuise, arrêtez. Bon, moi, c'est quelque chose que j'ai bien compris. Donc la grosse claque de ce projet-là, moi, que j'ai pris en pleine face, c'est qu'il faut jamais partir de l'idée. Parce que finalement, les gens n'en avaient pas besoin de mon truc. Ils trouvaient ça cool au début. On prend une fois, mais en fait, les gens ont leurs petites habitudes le matin. C'est ça que j'ai compris. Ils aiment bien avoir exactement ce qu'ils ont chez eux le matin. C'est un petit rituel matinal, etc., etc. Donc, je l'ai pris dans le mauvais sens. Et puis, en vrai, j'en avais pas tant besoin. Moi-même, j'étais pas trop client de ça. Tu vois, avoir toujours croissant et tout, même si on change un peu la formule et tout. Non, je veux pas m'engager à ça. Tu vois. Et ça, je l'ai compris trop tard. J'étais trop excité par une idée que, a priori, personne n'aurait avant tout le monde, et que du coup, je serais le premier et que j'allais être millionnaire. Évitez d'avoir ce genre de réaction. Parce que vous savez, une idée qui paraît très sexy en la pitchant comme ça
c'est souvent très mauvais signe. C'est-à-dire qu'il y en a plein qui l'ont fait avant vous, ils sont tous plantés. Donc, et c'est souvent, d'ailleurs, je vais vous raconter un truc. Bon, le vrai conseil sur ça, c'est que plus j'avance, plus je pense que une bonne idée, finalement, c'est l'intersection entre les bonnes et les mauvaises idées. En fait, c'est les bonnes idées qui paraissent mauvaises. Pour moi, c'est ça, en fait. Vous avez Facebook. Facebook, au tout départ, c'était pas sexy du tout, hein, quand ils le pitchaient aux investisseurs. Personne ne voulait mettre dans Facebook. Non, mais qui va penser qu'une plateforme qui va mettre vos photos de vacances en public, personne ne va utiliser ça. Personne ne veut ça. Tout le monde veut garder leur intimité. Personne ne veut partager des choses comme ça au monde entier. Et aujourd'hui, ça paraît naturel et complètement accepté. Mais à l'époque, absolument pas. Mark Zuckerberg, lui, il était persuadé de ça. Moi, je pense que les gens, finalement, leur vie privée, ils s'en foutent un peu. Ils veulent de la reconnaissance. Et ça, quand tu le pitches à quelqu'un à l'époque, c'est mort. Google, pareil. Google, quand ils sont arrivés, aujourd'hui, ça paraît évident que Google existe. Et heureusement que Google existe. Il faut rechercher. S'il n'y avait pas Google, comment tu cherches un site? C'est compliqué. Mais à l'époque, quand Google s'est lancé, il n'y avait que 60 000 sites dans le monde. C'était un annuaire, hein, facilement, un annuaire avec des catégories. Un moteur de recherche, c'était comme créer une centrale nucléaire pour une cabane dans les bois, quoi, pour l'alimenter en électricité. C'était ça, Google, à l'époque. Personne ne voulait mettre dans Google. Et du coup, Google a eu la vision que, finalement, moi, je pense que dans quelques années, il n'y aura pas 60 000 sites, mais il y en aura 1 milliard de sites. Et là, on aura besoin d'un moteur. Ils étaient persuadés de ça, mais ils ont galéré à le pitcher ça, parce que c'est pas du tout évident. Comme Facebook, c'est pas du tout évident. Donc, c'est pour ça qu'on dit souvent c'est des visionnaires, c'est des gens qui arrivent facilement à se projeter dans l'avenir, ou parfois juste c'est des intuitions que vous avez. Moi, j'ai l'intuition que, et plus c'est tordu, plus j'ai tendance à penser qu'il y a quelque chose à creuser. Vraiment. Hein. Et en tout cas, si c'est obvious, vous inquiétez pas, vous êtes loin d'être les premiers et loin d'être les seuls à le faire. Donc, et d'ailleurs, si ça n'existe pas déjà, c'est aussi très mauvais signe. Ah ouais, un autre truc que je veux débunker un peu là, tout ça je l'entends trop, surtout avec les étudiants. Ah, mais ça existe déjà. Ça existe déjà, je le fais pas, il y a déjà plein de choses. Mais c'est une aubaine si ça existe déjà. S'il y a des gens qui font de l'argent sur ça, mais c'est que le gâteau, il est encore à prendre. Hein. On est plein sur Terre. C'est même hyper encourageant. S'il y avait rien, là, c'est vous contre le monde entier. Là, c'est chaud, par contre. Là, c'est à vous de faire le travail, d'aller convaincre des gens, de savoir s'ils ont vraiment besoin de ça. Et là, c'est une bataille à la Zuckerberg ou à la, ce que je vous ai dit tout à l'heure. Si vous voulez plutôt avoir quelque chose d'assez sûr, attention, je dis pas sûr, on va être millionnaire, mais au moins quelque chose qui est viable assez vite, répliquer quelque chose qui existe déjà en améliorant un petit truc. Ça, c'est Uber. Uber n'a pas réinventé la roue. Hein. Uber, c'est taxi. Ils ont juste mis ça dans une application. Donc, c'est le moyen pour accéder au service qu'il a changé. Capitaine Train, je sais pas si vous connaissez. Capitaine Train, ça vous parle? Ouais, Capitaine Train. Bon, c'est une boîte qui a pas mal de succès. Ils ont répliqué voyagesncf.com, parce qu'à l'époque, c'était de la merde, ce site. Ils l'ont refait, mais beaucoup mieux en termes d'UX. Mais ils vendaient des tickets de train et ils ont explosé. Donc, en fait, vous pouvez vraiment reprendre quelque chose qui existe déjà, mais améliorer un truc dont les gens râlent de fou. Moi, si j'ai un conseil à vous dire, vous allez regarder les avis consommateurs d'un produit qui existe déjà, vous regardez les choses les plus mauvaises, les plus négatives de ce produit, il vous faut répliquer exactement la même chose, même si ça ressemble. C'est mieux, ça va rassurer le client si ça ressemble un peu à votre concurrent. Et par contre, vous changez un truc qui sauve la vie des gens. Ensuite, la communauté et la secret sauce. Ça, c'est un truc vraiment, vraiment que j'aimerais que vous ayez en tête. En fait, ça, je l'ai compris un peu tard, pour le coup, moi aussi. Au pyjama, j'étais dans mon coin. ArtPulse, bon, ça va, c'est vrai que j'ai créé une communauté, mais c'était par accident aussi. Mais ça, vous pouvez, pour le coup, le faire mécaniquement. Parlez aux gens de ce que vous faites. Parlez aux gens de ce que vous faites, c'est le meilleur moyen de trouver des gens qui ont besoin de vous. Souvenez-vous, votre obsession, c'est d'avoir des gens qui ont besoin de vous. C'est votre obsession. Ça doit être vraiment, il faut que je trouve un moyen que les gens ont besoin de moi. Donc, votre produit, votre service, etc. Pour ça, il faut en parler. Et plus vous allez en parler, plus vous allez rassembler des gens qui sont intéressés par ce que vous dites ou ce que vous faites. Mais c'est encore plus puissant que s'ils sont intéressés par ce que vous dites. Parce que ce que vous dites, ça peut être, je sais pas, moi je pense que sur ce sujet du coaching, ça c'est pas très bien, etc. En fait, vous construisez, en construisant votre avis, vous construisez aussi ceux des gens. Et si, qu'ils soient d'accord ou pas avec votre réflexion, cette personne inconsciemment va se dire, cette personne-là a vachement réfléchi à ce sujet, elle est bonne cette personne. Cette personne, elle est bonne dans ce qu'elle fait. Du coup, je vais la contacter pour peut-être la challenger ou la mettre. Soyez clivant en fait. Donnez un avis clivant sur ce que vous faites. Ça va vraiment attirer les gens. Qu'ils soient d'accord ou pas d'accord. Le but, c'est pas être d'accord avec tout le monde. Le but, c'est vraiment, soyez vous-même. N'essayez pas de plaire à tout le monde. Faites pas comme les politiciens. N'essayez pas de plaire à tout le monde. Vraiment. Et juste, construisez votre personnalité. C'est votre personnalité, c'est vous. Et plus elle est marquée, cette personnalité,
plus les gens ont besoin de ça. Ils ont besoin de vision, ils ont besoin d'être accompagnés. Et pour ça, c'est quelqu'un qui a une vision claire. Donc, assumez ça et en parler. Donc, il y a les réseaux sociaux, évidemment, qui existent. Je vais pas vous apprendre. Hein, je pense que vous avez déjà plein de conférences sur ça, sur les réseaux sociaux, comment percer, machin. Bon. Moi, pour le coup, c'est pas quelque chose que j'ai vécu, un succès sur les réseaux sociaux. Même si je publie de temps en temps sur Insta, je fais beaucoup de live, je me mets en avant et tout. Mais c'est pas ça réellement qui m'a apporté du business. Moi, j'ai une vraie secret sauce que je vais vous la montrer juste après. Mais je voulais quand même vous illustrer un cas d'usage de réseau social qui a bien percé, c'est ce truc-là. Nerd Nuts, c'est un compte TikTok. Alors, je vais vous raconter cette histoire, elle est incroyable. Pour vous montrer encore que c'est par accident, que les réseaux sociaux peuvent vous donner une belle exposition. Ce compte-là, c'est l'histoire d'une maman qui faisait des peanut butter maison. Beurre de cacahuète maison. Et tous les dimanches pour ses enfants. Et un jour, elle s'est dit, tiens, je vais le filmer et je vais le mettre sur TikTok. Moi, en train de faire le peanut butter. En plus, elle a rajouté du Nutella dans le peanut butter. Donc, vraiment une recette particulière qu'on voit pas partout. Et du coup, c'était une vidéo, on la voyait en train de cuisiner un peu, voilà, et on voyait les enfants déguster le peanut butter, oh, c'est trop bon et tout. Elle a posté la vidéo sur TikTok. La vidéo a explosé. Vraiment, elle a fait des millions de vues. C'était il y a quelques années. Hein. Vous pourrez regarder d'ailleurs la vidéo, je pense qu'il faut scroller pas mal. Et en fait, ce qui se passe, c'est que elle a été harcelée de messages de gens qui disaient je veux la recette, je veux la recette, je veux la recette, je veux la recette. Elle a juste partagé quelque chose qu'elle aimait faire. Hein. Souvenez-vous de ce que je dis avant. Elle a fait ça. Je veux savoir la recette, je veux faire pour ça pour mes enfants, etc. S'il te plaît, dis-nous. Du coup, elle a refait une vidéo où, en effet, là, pour le coup, c'était beaucoup plus pédagogique. Donc, tendre gramme d'œuf, machin. Elle a explosé encore. Elle a reçu d'autres messages, et cette fois-ci, le message, c'était pas de ma recette, parce qu'elle a donné, c'était « Oh, vas-y, on peut pas en acheter quelque part ? En fait, je veux ton peanut butter, parce que moi, c'est pas très bon, j'y arrive pas, en fait. » Puis bon, c'est saoulant aussi de... Je veux le tien, puis c'est trop mignon votre vie de famille, parce qu'en fait, c'est comme un vlog de vie de famille, quoi. Et c'était un peu, en plus, truc un peu la famille parfaite, tout le dimanche, le peanut butter. Et les gens se projetaient là-dedans. Je veux ça, est-ce qu'on peut t'en acheter? Du coup, on a commencé à en vendre en one-one. C'est-à-dire, là, chaque personne, tiens, je te l'envoie et tout. Et en fait, il se trouvait qu'elle a documenté, donc elle a fait une vidéo sur le fait qu'il y a des gens qui demandaient si c'était possible de vendre ce peanut butter maison. Et les gens l'ont harcelé en disant fais-le s'il te plaît, ouvre un store, fais quelque chose, on veut trop tous acheter. Et elle s'est retrouvée à livrer des centaines de peanut butter chaque mois après. Et après, elle faisait des vidéos sur les palettes géantes qu'il y avait dans son garage pour aller les livrer. Elle a quitté son taf et elle a créé une boîte. Réseau social, voilà. Vous exposez aux gens ce que vous faites, juste, c'est encore une fois par accident, c'est une conséquence. Et c'est ce qui, sans effort, elle l'a fait. Donc là, elle vit vraiment de sa passion, etc. Alors après, attention, après il y a l'administratif, il y a tout, et là on rentre dans un autre monde, comme je vous ai dit, le process et tout. Il n'empêche que ça a commencé par une conséquence. C'est ce que je vous invite à essayer de faire en tout cas. Moi, je vais vous dire, c'est quoi la vraie secret sauce? Ça reste la communauté, mais c'est de rencontrer les gens dans la vraie vie. Ça, pour moi, c'est ce qui m'a le plus rapporté dans tous mes business, c'est de rencontrer les gens en vrai. Et là, je vais vous raconter mes derniers projets en ce moment. OpenGem est une boîte que j'ai montée il y a 2 ans et demi avec mon frère d'ailleurs. Et en fait, nous on travaille dans la blockchain. Qui connaît la blockchain? Hey, la moitié. La blockchain, qui est une nouvelle technologie d'internet qui permet de rendre unique une donnée numérique. Bon, c'est un peu technique, mais ça c'est stylé pour tout ce qui est brevet, certification d'œuvres d'art, etc. On a monté une boîte là-dedans pour auditer. Donc on audite, on regarde le code des tokens qui sont émis dans la blockchain. Donc les NFT, les cryptos, etc. Donc on regarde le code pour les sécuriser. C'est notre taf. C'est très tech, hein. C'est pas très sexy. Par contre, il y a un vrai besoin. Les gens ont besoin de sécurité dans ce domaine parce qu'il y a beaucoup de scams, beaucoup de problèmes, etc. Donc on a vite compris qu'il y avait un besoin sur ça. On a monté cette boîte. Bon, pas beaucoup de traction. On audite des projets, ça marche plutôt bien. On en parle sur Twitter, donc ça fait un peu de vues et tout. Après, on s'est dit avec mon frère, nous on aime bien vulgariser, on aime bien intervenir, comme là je fais avec vous. On est assez bon là-dedans. On va faire des meet-up, donc des meet-up physiques. On va inviter des gens. C'était à Paris à l'époque. Moi, j'étais monté à Paris parce qu'il y avait beaucoup de gens, surtout à Paris, qui étaient dans la blockchain, plus qu'ici. Du coup, on a dit, vas-y, on va faire un meet-up. Pareil que Artpulse. On appelle un bar. En plus, c'était rigolo, c'était mes anciens contacts d'Artpulse. J'avais pris une ancienne salle que j'avais louée, c'était le Bellucci à Paris. Et je dis, vas-y, ta salle en bas, qui est finalement une discothèque. Je te la loue, mais je vais mettre des chaises et on va faire une conférence comme ici.
Il a fait ok, d'accord, mais c'est sur quoi? Ouais, c'est de la tech et tout. Et du coup, j'avais des mecs en costard cravate qui étaient venus dans ma boîte de nuit dans laquelle j'avais fait une soirée il y a quelques années avant. C'était rigolo. Et en fait, on a rassemblé une vingtaine de personnes, une trentaine de personnes, et on a fait notre vulgarisation sur l'aspect technique de ce qu'est un NFT, ce qu'est machin. Et là, on a eu le plus de clients possible, clairement. Ok, on va pas toucher la masse, des millions de followers sur TikTok, mais par contre, les 30 personnes, t'en as au moins 10 qui nous ont pris nos contacts et vas-y, on va deal des trucs. Et clairement, ne sous-estimez pas ça. Genre vraiment. Et je pense, franchement, je vous invite à me challenger sur ça. J'ai hâte des questions-réponses. Mais je ne vois pas un business où on peut pas faire d'événements physiques. Il n'y en a pas un, je trouve. Mais je serais très content de vous écouter et je vous invite tous à le faire. C'est un coup de téléphone, ça vous coûte 0 parce qu'aujourd'hui, vous n'avez pas forcément besoin de louer une salle. Vous pouvez juste appeler un bar et dire, moi, je vous promets qu'il y aura 20 personnes. À vous vous démerdez pour les trouver les 20 personnes. Ou 10 personnes. Et au pire, vous paierez la conso qu'il aurait fait si vous étiez pas là. Mais c'est OK. Derrière, vous allez peut-être engranger un deal à 5 000 €, enfin, si c'est un coaching ou quoi. Donc, je vous invite vraiment à le faire. Et c'est là vraiment que vous allez tout déclencher. Des meet-up, on en a fait plein. Puis après, on se dit, meet-up, on commence à être rodé. Il y a plein de gens qui nous suivent. On va faire un salon. Allez hop, on va faire le NFT Biarritz. Voilà. Qui connaît le NFT Biarritz? Qui en a déjà entendu parler? Ah, nice, cool. Du coup, le NFT Biarritz, c'est le salon des NFT à Biarritz qu'on fait au Connecteur. Donc là, on loue le Connecteur. Oui, parce que du coup, des conférences, j'en ai fait aussi un petit peu tout seul au Connecteur et un peu partout. Donc, je connaissais un peu des gens et tout. Je me suis dit, vas-y, let's go. Et on a fait 300 personnes la première année, en 2022. Et là, en 2023, l'année dernière, on a fait 1000 personnes sur 2 jours. Il y avait des gens qui venaient de New York et tout, mais what the fuck. Genre, on n'en revenait pas. Et là, on a compris, OK, on est en train de devenir organisateur de salons sur 2 jours, avec les hôtels et tout. Alors après, ça va, j'étais rodé avec mon asso de musique. Donc, je savais un peu gérer les événements. Mais là, c'était professionnel. Donc, il y avait l'histoire de sponsoring qui était différent. Bref. Trop stylé. Et là, cette année, du coup, on revient. D'ailleurs, je fais la petite pub. On revient à Biarritz, fin août. Et d'ailleurs, on se renomme. On n'est plus NFT Biarritz. On est No Bullshit. No Bullshit Biarritz. C'était une expression qu'on disait beaucoup à l'époque pour dire que nous, on disait des choses tech et pas de marketing. Donc, des choses qu'on apprend. On apprend aux gens des choses. On transmet des choses. Et ça, c'est la dernière semaine d'août qu'on organise ça au Connecteur. Je fais la petite pub. Et pour le coup, là, on fait sur une semaine entière avec plein de sides, etc. Et ça va être fou. Ouais, je vous invite à venir. Et là, il y aura de l'IA aussi. On met beaucoup d'IA, de la tech et pas que des NFT. Il y aura aussi du product design, pas mal de choses comme ça. Pardon, mais c'est quoi le NFT? Le NFT, c'est le NFT, c'est quoi? C'est quoi le NFT? Non, le NFT, si tu veux, c'est, tu sais, grâce à la blockchain, on arrive à rendre une donnée unique. Avant, c'était pas possible. Tu pouvais copier-coller ton fichier à l'infini. Tu sais, tu peux copier-coller ton fichier à l'infini aujourd'hui. CTRL-C, CTRL-V, CTRL-C, CTRL-V, blablabla. Quand tu es dans la blockchain, c'est impossible de faire ça. Pour toute donnée numérique. La blockchain, c'est un peu bizarre quand je dis la blockchain, c'est un peu si c'était un monde différent. En fait, c'est un peu ça. C'est un internet à côté qui existe, de l'internet qu'on connaît aujourd'hui. Et dans cet internet nouveau, tout est unique. N'importe quelle donnée, un PDF est unique, tout est unique. Du coup, il y en a qui ont mis des images aussi, tu vois, uniques. Et du coup, souvent, on appelle ça des NFT parce que c'est un token dans lequel tu peux mettre des médias dedans, des images, des textes, etc., et qui sont uniques à vie. Donc c'est trop bien pour tous ceux qui veulent faire des brevets, tu sais, des artistes qui veulent certifier des œuvres numériques, notamment, etc., etc. Sauf que c'est un petit peu complexe, difficile à expliquer ce que c'est techniquement. Du coup, nous, ça, on le vulgarise vachement. Ouais, mais là, c'est pas trop le sujet, donc mais par contre, viens à No Bullshit Biarritz et tu verras, on est très pratique. Donc tu viens avec ton ordi, on t'explique comment ça marche, etc. C'est pas juste un gars qui parle comme moi, comme un con, à dire des trucs. C'est-à-dire que là, on va vraiment travailler, tu vois. Voilà. Donc, devenir indispensable doit être ton obsession pour moi. C'est vraiment votre focus. Et alors, est-ce que j'ai un peu de temps encore parce que j'ai plein d'anecdotes. Je sais pas trop. On va peut-être passer aux questions-réponses, non? Sur un petit quart d'heure, ouais. Un petit quart d'heure avec les questions-réponses. Enfin, Si tu veux le faire sur ce format-là, ouais. Sinon, Ok. on peut faire question-réponse après pendant le network. Ouais, c'est soit après ça, Ok. soit on peut faire pendant le networking, les gens ils viennent te voir, ils posent des questions. Ok, mais je préfère que ce soit avec tout le monde, donc je vais abréger pas mal. Ça, c'est une autre boîte que j'ai montée. Je vous la fais très courte. En fait, j'étais réserviste en gendarmerie parce que je m'ennuyais pas mal à l'école d'ingénieur. Et du coup, je faisais pas mal de patrouilles et tout. Et c'était le temps du Bataclan. Et il y avait un vrai problème qu'on a vécu pendant le Bataclan, c'était la mobilisation du personnel. En gros, c'était vraiment véridique. Hein. Ce qui se passait, c'est que pour aller appeler les collègues, pour aller aider au Bataclan, c'était un gars qui avait son carnet de numéro de téléphone et il appelait tout le monde un par un. Voilà, c'était en 2015 quand même. Moi, j'ai trouvé ça fou. J'ai dit, mais attends, on peut pas juste cliquer sur un bouton et ça envoie une alerte au portable. Je sais pas, on fait un truc. Du coup, j'ai fait un spreadsheet, donc un Google Excel, avec tous les numéros de téléphone. J'ai fait une macro qui envoie des SMS automatiquement en le connectant à Twilio, qui est un service de SMS. Et en fait, je le fais en un week-end. Après, ils l'ont utilisé sur des interventions locales. Ça a trop bien marché. Du coup, je l'ai industrialisé. J'ai fait un SaaS qui s'appelle Interception. Et maintenant, on le vend aux préfectures, aux mairies. Et ça continue de marcher.
Donc pareil, j'ai été drivé par le besoin. J'ai repéré un vrai problème. J'ai proposé quelque chose tout de suite le lendemain avec un Excel. Et après, je l'ai industrialisé. C'est toujours comme ça. J'observe un besoin, donc pas d'idée. Je vois quelque chose. Je l'itère à la main, à l'arrache, même si ça bug, c'est pas grave. Mais si les gens, après, tu vois, oh, c'était incroyable, ils en ont des besoins, tu l'industrialises. Et là, tu recrutes, etc. Et souvent, c'est là qu'interviennent les levées de fonds et tout. Mais pas avant. Avant, vous devez tout faire à la main. Dropbox, très rigolo. Là. Vous connaissez l'histoire de Dropbox au tout départ, hein? À la base, Dropbox, c'est juste un monteur vidéo qui est passionné de monteur vidéo et qui il s'est retrouvé face à un problème qui était chiant, c'est le transport de médias lourds d'un disque dur à un autre. C'était relou, il avait plein de clés USB et tout. Puis, du coup, ça serait cool qu'il y ait un dossier où quand je le glisse, ça synchronise automatiquement sur l'autre ordinateur. Tu sais, il avait imaginé un truc comme ça, un cloud en fait, finalement, l'ancêtre du cloud. Et il s'est dit, mais techniquement, ça va être impossible. Enfin, il savait même pas si c'était possible de le faire d'ailleurs. Du coup, ce qu'il a fait, c'est qu'il a, comme il était monteur vidéo, il a faké ce produit-là en designant des fenêtres d'ordinateur avec lui qui glisse un fichier dedans avec le petit loading. En fait, il a faké toute cette vidéo de présentation de produit qui n'existait pas. Il a mis sur une page, une landing page, une page internet, en disant Dropbox, c'est le truc où vous pouvez mettre tous vos files et c'est synchronisé sur tous vos ordinateurs, en gros, avec la vidéo, en faisant comme si ça existait. Il a mis un bouton inscris-toi, mets ton mail, et il a reçu des milliers de mails la première semaine. Il a fait OK, c'est chaud. Après, il a dit mais attends, c'est chaud, du coup, je vais rajouter un pricing. Je vais mettre 5 € par mois, 10 € par mois. 50 € par mois, plus le giga tu mets. Les gens étaient prêts à payer cher. Du coup, il avait cette liste de gens qui étaient prêts à payer. Lui, il savait pas coder, c'était un monteur vidéo. Il savait même pas que c'était possible de le faire. Après, il a été voir des investisseurs. Tout de suite, il a fait, bah regardez, moi j'ai déjà 1000 personnes qui sont prêtes à payer tant. En fait, j'ai juste besoin de recruter maintenant. Putain, incroyable. Et c'est pour ça que l'attraction est très importante. Si les gens n'ont pas besoin de vous, vous ne valez rien. En fait, c'est un petit peu ça ce que ça veut dire. Si les gens vous suivent, même si ça n'existe pas encore ce que vous faites, mais les gens vous suivent dans un mouvement, vous valez quelque chose. L'attraction est plus importante que faire du chiffre d'affaires au début. L'attraction est plus importante que faire du chiffre d'affaires au début. Vraiment, 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 vraiment. Moi, j'ai tellement donné au début. Les conférences étaient gratuites et tout. Donner. Ça, c'est une méthode d'acquisition qui marche super bien. Donner vachement. Et après, ça va arriver. Sur le long terme, en tout cas. Quelques outils rapides, parce que je voulais quand même que ce soit pratique, ce truc, que vous pouvez utiliser tout de suite et commencer quelque chose. Tally.so est sous-côté de fou. Vous connaissez sûrement pas. Il y en a très peu qui connaissent. C'est Google Forms, mais en 1000 fois mieux. Vous pouvez même intégrer un truc de paiement, donc vous pouvez vendre sur Tally. Donc quelqu'un peut mettre sa carte bleue et vendre quelque chose de digital ou même et même physique et qu'après vous devez envoyer à la main. C'est gratuit, c'est incroyable, c'est gratuit, alors c'est fou. Pour récolter des feedbacks, etc. Je vous invite. Oui. Il y a juste un truc qui est un peu chiant quand on donne beaucoup de valeur, c'est qu'il faut quand même qu'il y ait de la rétention derrière, parce que sinon, les gens ils viennent, ils se disent ah c'est cool, elle m'a donné, je vais le faire tout seul. Ouais. Et après il y a un concurrent un peu meilleur que toi qui prend ton client. Carrément. Parce qu'en fait ton client il se dit bon bah elle m'a donné un truc, ça m'a aidé, ouais. Mais il repense pas forcément à toi si toi t'as pas fait complètement. Un truc d'attraction. C'est hyper chiant. Eh ben pour répondre à ta question, c'est justement la slide. Celle-ci. En fait, pour garder les gens à qui vous avez parlé la première fois, même s'il n'a pas dealé quelque chose avec vous, quelqu'un qui vous intéresse, la seule chose que vous avez donnée, c'est par votre mail. Là, ce matin, ce que je vous invite à faire, bon, c'est peut-être un peu tard, je sais pas, remarque, mais vous allez tous faire, ouais, c'est quoi ton mail, c'est quoi ton Insta, c'est quoi ton LinkedIn, c'est quoi ton machin. Mettez ces gens dans un groupe. En fait, vous êtes en train de construire une communauté. C'est dommage de demander à des gens leur mail alors qu'ils vont pas se parler entre eux. Si vous parlez à des gens qui vous intéressent, c'est qu'a priori, cette personne-là, ça va l'intéresser aussi de la connecter avec la prochaine personne que vous allez rencontrer. Parce que c'est le même besoin, elle a été séduite de la même façon par votre service, par votre produit. Mettez ces deux personnes dans un groupe. Moi, ce que je fais, quand je parle d'OpenGem, ma boîte là, ou même NFT Biarritz, enfin No Bullshit Biarritz maintenant, eh ben, je les mets dans un Telegram. J'ai créé un groupe, alors soit WhatsApp ou Telegram, moi c'est mon petit favori en ce moment Telegram, parce que je trouve ça assez incroyable, mais mettez-les dans un groupe pour garder ces gens-là. Ils vont tous se retrouver dans un groupe, ils vont d'ailleurs voir avec moi, ah, c'est marrant, dans ce groupe-là, ça va naturellement s'alimenter. Alors pas naturellement, c'est pas très vrai ce que je vous dis, parfois personne parle. Moi j'ai plein de groupes Telegram sur des sujets différents, les gens parlent pas trop. Donc à vous aussi de dynamiser tout ça. Mettez du contenu. Tiens, aujourd'hui, je suis allé à la conférence de Franck, c'était pas très ouf, mais j'ai appris quelques petits trucs quand même. Ça, vous pouvez le dire dans votre groupe. Ah, c'était quoi et tout, machin. Vous envoyez quelques photos et ça peut engager les gens sur des choses. Vous pourrez même, le jour où vous allez sortir un produit, mettez-le dans votre Telegram. Hey, j'organise un événement, si vous êtes intéressé, let's go. Et vous allez vous retrouver avec une centaine, 200, 300 personnes dans ce groupe que vous allez pouvoir toujours réactiver. Et en plus de ça, vous allez pouvoir les réactiver en one-one aussi, quand vous voulez. En message privé, etc. C'est assez puissant. Vas-y, dis-moi. Tu préfères pas les outils comme Discord ou Slack ou les groupes Facebook? J'ai essayé et tout. Ouais, peut-être. Mais en fait, j'ai l'impression, à vous de me dire aussi, d'ailleurs je serais content d'avoir votre retour. Moi, je suis dans un Discord ou un Slack, ça me gonfle. Déjà, je l'ouvre, je comprends rien.
En plus, il y a plein d'informations partout. Au moins, là, c'est unique. Même si ça paraît bordélique, au moins, il y a des choses qui se passent. C'est toujours actif et c'est dans mon téléphone en mode chat, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Et j'ai remarqué que les gens étaient plus à même d'utiliser WhatsApp ou Telegram que Discord ou Slack, qui est vachement plus corpo, vachement plus interne, en fait. Ces outils plus en interne, je pense. Tu vois. Voilà pour répondre à ta question. Donc, clairement, faites un groupe, votre communauté à vous. En fait, voilà. Moi, je vous conseille en tout cas, je trouve ça très puissant. Sympa cet outil Substack pour lancer votre newsletter. Vous savez que vous avez tous de la valeur là, tous beaucoup de valeur dans votre expertise. Vous avez plein de choses à transmettre. Il y a des gens qui font beaucoup d'argent juste en partageant cette valeur-là, mais de manière payante. J'envoie un mail toutes les semaines avec mes pépites sur mes derniers conseils sur ce sujet-là. 5 € par mois. Vous faites 100 subscribers, vous avez ça par mois quand même. Et en fait, ça vous permet, déjà de garder ces gens-là à jour sur ce que vous faites, etc. Vous pouvez aussi lancer des newsletters gratuites et les activer sur une newsletter payante. Et ça, franchement, on sous-estime. C'est sous-coté, je trouve, la newsletter payante. C'est vraiment sous-coté. Les gens, ils veulent de l'information. En plus, il y a tellement de newsletters gratuites. Ils veulent quelque chose de pépite. Et ça a pas mal de valeur. Événement, vous souvenez-vous, rencontrer les gens en vrai, rencontrer les gens en vrai, ou rencontrer les gens en vrai. Je pense que c'est la deuxième leçon le plus qu'il faut retenir ce matin, s'il vous plaît. Vous avez ces outils-là qui sont gratuits, qui vous permettent de créer des événements, ouvrir une billetterie, vendre même des tickets si vous voulez passer sur un modèle payant d'événements. Je vous invite vraiment à le faire. Commencez même sur votre Telegram ou votre groupe WhatsApp. On se rencontre à ce bar-là, blablabla. Mais rencontrez ces gens-là. Vous savez jamais à qui vous parlez. Vous savez jamais à qui vous parlez. Et voilà, GoMDM, je suis sur Insta, je suis assez actif et je fais des lives aussi de temps en temps, etc. Et là, j'ai trop hâte de vous écouter.